Comment fonctionnent les cartes Yu-Gi-Oh? Telle est la question que tu te poses après avoir vu ma vidéo où je t'explique les bases d'un duel. Alors aujourd'hui je vais te montrer toutes les différentes cartes du jeu, alors prenez des notes car la liste va être longue. Nous allons commencer par ce qui représente le mieux Yu-Gi-Oh, les cartes monstres. Comme on peut le voir sur l'image, on reconnaît un monstre normal dû à son fond un peu jaune. Il n'est pas très puissant au premier abord, mais lorsqu'on dispute un duel rétro et que l'on utilise un monstre normal doté d'un niveau 4 avec une puissance de 2000 points d'attaque, croyez-moi, c'est très compliqué à battre. On passe maintenant à une carte des plus intéressantes du jeu, les monstres à effet, qui contrairement aux monstres normaux, sont designés sur un fond marron et n'ont pas besoin d'une importante attaque ni de défense. Tout ce qui compte, c'est l'effet qui est écrit dans la description de la carte. Je fais une petite parenthèse sur les effets flip, à savoir que s'il est marqué effet flip, cela veut dire qu'il faut d'abord poser le monstre face verso et attendre qu'il se retourne pour que l'effet s'active. Voilà, je ne vais pas faire le tour de tous les différents effets, car sinon il me faudrait plusieurs vidéos pour tout vous expliquer. Mon conseil est de bien lire la carte pour bien la jouer. Puis l'une des dernières cartes monstres que l'on peut retrouver dans le deck est la carte rituelle. Dessiné sur un fond bleu, il n'est pas très utilisé surtout dans les compétitions dû à sa complicité d'invocation. Parce qu'il faut avoir le monstre en main, la magie rituelle pour l'invoquer et sacrifier un nombre de monstres égaux au niveau du monstre rituel. Je vous montre un exemple. Alors comme on peut le voir ici, nous avons la rituelle que nous voulons invoquer. Puis nous avons ici la carte magie rituelle attitrée au monstre. Il ne nous reste plus qu'à activer la carte magie, puis sacrifier le monstre niveau 8 pour pouvoir activer le monstre rituel. Et ensuite, la rituelle s'invoque. Donc nous pouvons aussi combiner deux monstres de niveau 4 ou un monstre niveau 5 et un monstre niveau 3 tant que le total est de 8. D'ailleurs, en parlant des cartes magie, ça me laisse une bonne transition pour parler de la seconde partie de la vidéo, les cartes magiques. Je vous ai parlé de la magie rituelle tout à l'heure et pour le reste j'ai essayé de choper les exemples les plus simples pour chaque type de magie. A commencer par le bon vieux Monster Reborn, qui va faire office d'exemple pour la magie normale. Les cartes comme celle-ci ne peuvent être jouées que durant votre tour uniquement et depuis votre main. Mais à quoi les reconnaît-on? Eh bien chaque carte magie est dessinée sur fond vert et pour nos amis daltoniens on y retrouvera un petit symbole en haut de la carte avec écrit magie. Et c'est indiqué aussi pour toutes les autres cartes du jeu. Et une fois que nous avons effectué la carte magie, elle va directement au cimetière. Il est encore plus puissant que la magie normale et ça fait très certainement partie des cartes les plus intéressantes pour un deck, la magie jeu rapide. La grande particularité de ces cartes, c'est qu'on peut les jouer quand l'occasion se présente, que ce soit dans notre tour ainsi que celui de l'adversaire. Tiens, prenons l'exemple du livre de la lune. Une magie jeu rapide que je reconnais grâce au petit symbole sous l'attribut. Je fais mon tour avec un monstre moins fort que celui de mon adversaire. Donc ce que je fais, c'est que je pose ma carte face verso pour la retourner à la prochaine attaque de mon adversaire. Chose que je ne peux pas faire avec les autres cartes magie. Par contre, pour l'utiliser durant le tour de l'adversaire, c'est obligatoire qu'elle soit d'avance posée sur le terrain. Il est impossible de l'utiliser directement depuis la main. Ah sinon ce serait beaucoup trop fort. Maintenant on retourne le décor avec la magie de terrain. En général, si l'on joue une magie de terrain, c'est que c'est la carte qui fait tourner votre jeu. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt à en utiliser. Tout dépend du deck que l'on joue. J'ai l'exemple de Ruine Arc-en-Ciel qui est très important pour le deck bête cristalline ou dans un format plus compétitif, il y a la carte Labyrinthe pour le deck Labyrinthe. On passe maintenant à la magie suivante qui a pour le même principe que la précédente carte. C'est la magie continue qui applique son effet en continu sur le terrain comme par exemple booster l'attaque de vos monstres etc. Tant que l'adversaire ne détruit pas la carte, elle reste sur son emplacement également. Et nous terminons avec la carte qui est très utilisée dans le duel rétro mais pas tellement utilisée dans le duel compétitif, c'est la magie d'équipement. Comme son nom l'indique, elle s'équipe à un monstre en notre possession ou celui de l'adversaire.
puis applique son effet. Donc ça peut être plein de trucs, hein. Augmenter nos points d'attaque, les diviser par 2, etc. Voilà, nous avons fait le tour de toutes les catégories de magie tout en les mettant du plus utilisé au moins utilisé. Après vous avoir expliqué les monstres ainsi que les magies, j'en profite pour vous expliquer les cartes monstres pendules, qui est à la fois un monstre et une magie. Tout dépend où est-ce qu'on la pose sur le terrain. Je pense que vous l'aviez remarqué sur ma précédente vidéo, sur le terrain que je vous ai présenté, il y avait 2 emplacements avec des pendules. C'est ici que l'on place les monstres pendules pour les utiliser en tant que carte magie et activer leur effet qui est dans sa description juste ici. Pour vous expliquer plus en détail sur le fonctionnement de cette carte, j'en ferai certainement un short ou bien à l'occasion j'en parlerai sur une autre vidéo. On arrive dans la dernière partie de la vidéo, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu durant toutes ces explications. Sur ce, si c'est bon pour vous, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Sur ce, on est reparti avec les cartes pièges. Qui dit piège dit mauvaise surprise, donc vous l'aurez compris que quelle que soit la carte piège que vous utiliserez, il faut toujours qu'elle soit d'abord sur votre terrain, posée face verso. Comme on peut le voir sur l'image, la carte piège est présentée d'une couleur rose et comme pour la magie, elle est accompagnée de son petit symbole en haut de la carte avec écrit piège dessus. Je vous rassure tout de suite qu'il n'y aura pas autant de cartes pièges qu'il y a eu de cartes magie tout à l'heure. À l'heure actuelle, en 2024, on n'en compte que 3. La carte piège normale, la carte piège continue et la contre-piège. On commence avec la piège normale qui doit être posée durant votre tour avant chaque utilisation. Puis attendre que le tour de votre adversaire commence pour pouvoir trouver le moment opportun afin de l'activer. Puis on reconnaît la piège normale car elle n'a pas de petit symbole sous l'attribut de la carte comme pour la magie normale. On passe maintenant à une carte suivante qui ne vous laissera pas indifférent d'une précédente carte. C'est la piège continue qui est accompagnée de son petit symbole comme ceci et n'est pas très différente de la magie continue. On la pose, on attend que l'adversaire commence son tour, puis on peut l'activer. Et elle reste sur le terrain tant que l'adversaire ne l'a pas détruite. Et on termine avec une carte des plus intéressantes et redoutables pour un duel, c'est la contre-piège, accompagnée de son petit symbole comme ceci. Et comme pour toutes les autres cartes, elle doit être posée avant d'être activée. Si elle est plus intéressante que les autres cartes, c'est parce que c'est la seule carte qui peut contrer un effet de piège. Et votre adversaire ne pourra pas répondre à celle-ci, sauf s'il utilise un autre contre-piège. Maintenant, si vous voulez vous entraîner à les utiliser, n'hésitez pas à aller checker le jeu Yu-Gi-Oh! Master Duel qui est disponible gratuitement sur toutes les plateformes, que ce soit téléphone portable, console et PC. Donc sur ce, à très vite!